présentation va concerner une analyse du dispositif du conseil qui est lié à la certification du cacao en Côte d'Ivoire. Donc, avant de parler du dispositif à proprement dit, nous allons rappeler un peu des généralités sur la certification. Donc, cette certification est arrivée dans le secteur du cacao à la fin des années 2000 pour essayer d'adresser les problèmes générés par la culture du cacao, notamment le travail des enfants, la déforestation. Bon, tous ces problèmes sont connus. Voilà. Les coopératives jouent un rôle assez important dans l'accès des producteurs aux certifications, parce que c'est elles qui vont endosser le rôle de détentrice de certificats pour le groupe de producteurs. Mais de manière générale, ces coopératives sont faibles financièrement et elles s'adossent sur les exportateurs pour mettre en œuvre la certification. La certification exige beaucoup de connaissances. C'est dans ce sens d'ailleurs que le Conseil fait partie, fait une composante majeure de la mise en œuvre des certifications. Et généralement, ces conseils-là sont orientés vers la diffusion des exigences des certifications qui sont regroupées en termes de bonnes pratiques. Donc en Côte d'Ivoire, les certifications les plus populaires sont UTZ, Rainforest Alliance et Commerce équitable. Et les trois certifications ont développé voilà, un référentiel technique qui est organisé autour de ces bonnes pratiques agricoles. Donc nous allons rentrer un peu dans la description du dispositif du Conseil qui regroupe 5 types d'acteurs, voilà, 5 groupes d'acteurs. Nous avons les intermédiaires qui sont impliqués dans l'orientation, le financement ou l'évaluation du Conseil. Et parmi les intermédiaires, on retrouve les agences de certification qui vont bien sûr développer le référentiel à partir duquel le Conseil sera fourni. Nous avons les certificateurs qui vont évaluer le Conseil à travers des audits et les exportateurs et les chocolatiers qui vont participer au financement du Conseil. À côté de cela, il y a les services d'appui aux services qui sont généralement des prestataires de services qui vont intervenir auprès des coopératives moyennant une rémunération. Et les coopératives vont se positionner en tant qu'organisme de conseil parce que, en tant que détentrice de certificats, voilà, les certifications les obligent à offrir de nouveaux types de services à leurs membres. Donc, elles sont positionnées en tant qu'organisme de conseil. Et pour offrir ces services-là, elle va recruter des types de techniciens. Bon, nous allons revenir sur ces types de techniciens sur la prochaine diapo. Mais en fonction de l'exploitateur qui vient en appui à la coopérative, l'ANADER peut intervenir également en tant que conseiller auprès des coopératives. Et puis, enfin, en bout de ligne, nous avons les producteurs. Les relations entre les 4 groupes intermédiaires, appui au service, organismes de conseil et conseillers, c'est des relations contractuelles qui peuvent être formelles ou informelles. Et puis, bon, entre les conseillers et les producteurs, c'est des relations de service. Voilà. Donc, je vais m'attarder un peu sur les techniciens recrutés par les coopératives pour faire du conseil. La coopérative va recruter un ADG qui est un administrateur de groupe. Donc, au sein de la coopérative, l'administrateur de groupe sera chargé de la mise en œuvre globale de la certification. Donc, l'ADG a souvent un niveau supérieur. Voilà. En tant que gestionnaire du programme, il va planifier et archiver toutes les activités de conseil et il va préparer également les évaluations. Le salaire moyen d'un ADG dans une coopérative tourne autour de 200 à 250 000 francs par mois. Voilà. L'ADG va travailler avec un autre type de techniciens, bon, qui sont les conseillers, parce que c'est eux qui vont mettre en œuvre les activités de conseil. Ces techniciens-là ont souvent un niveau secondaire, un salaire moyen qui tourne autour de 80 000 francs CFA par mois. Et puis bon, vous voyez, ces techniciens, on peut les appeler paysans, relais ou coach. Voilà. Mais dans les faits, ce ne sont pas tous des paysans parce que des études récentes que nous avons menées ont prouvé que plus de la moitié d'entre eux sont des jeunes déscolarisés qui ont été reconvertis comme conseillers, mais qu'on appelle toujours paysans, relais ou coach. La principale méthode de conseil qui est utilisée dans la certification, dans le conseil à la certification, c'est les champs écoles paysans, voilà, pour former des groupes de producteurs.
Et une fois que ces producteurs sont formés, il y a un suivi individuel qui est fait pour s'assurer quand même que les producteurs mettent en œuvre tout ce qu'ils ont appris dans le champ école. Quelque chose qui est important à souligner aussi, c'est que l'appellation PR coach va varier en fonction de l'exploitateur qui vient en appui à la coopérative. Et en fonction l'appellation va varier, mais également son rôle. Voilà. Les PR vont être chargés d'animer les champs écoles et de faire du suivi individualisé, alors que le coach, lui, s'assure seulement du conseil individualisé et le champ école est confié à l'ANADER. Voilà. Donc, c'est des exploitateurs différents avec des modes d'intervention un peu différents. Mais ce qui est constaté, c'est que quand bien même de façon théorique, les champs écoles et le suivi individualisé, de façon théorique, sont des approches, des méthodes participatives, on s'est rendu compte que les conseils sont plutôt dans des postures de transfert de technologie. C'est, comme l'a souligné les précédentes présentations, c'est juste des champs de démonstration où on vient dire au producteur juste ce qu'il a à faire. Voilà, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de méthode participative. Concernant le mécanisme de financement, tout le dispositif repose sur deux principaux mécanismes de financement. Le premier mécanisme, c'est les chocolatiers, les grandes industries du chocolat qui vont initier et financer des projets d'appui aux coopératives à leurs membres. Généralement, ça tourne autour de la lutte contre le travail des enfants, du développement communautaire, et des fournitures de plants. Et dans la mise en œuvre de ces appuis-là, la mise en œuvre de ces appuis-là est assurée par les exportateurs. Voilà. Le deuxième mécanisme de financement, c'est l'exportateur qui va signer un contrat avec la coopérative. Et dans ce contrat-là, l'exportateur va apporter un appui financier et technique à la coopérative. Mais en retour, la coopérative va réserver l'exclusivité de sa production certifiée à l'exportateur. Donc, dans tous les cas, le mécanisme de financement est centré autour des exportateurs, et ce qui va donner un rôle important à l'exportateur dans le dispositif de conseil. Voilà. Donc, en termes de financement, en matière technique, on va voir que l'exportateur est impliqué dans l'organisation du conseil, parce que c'est l'exportateur qui va définir les méthodes de conseil. C'est l'exportateur qui va définir le type de conseil qui va intervenir au sein de la coopérative. C'est l'exportateur qui va lier des partenariats pour faciliter l'accès à la coopérative à des emprunts améliorés. C'est l'exportateur qui va définir le volume de cacao certifié qui sera vendu. Donc, l'exportateur vraiment joue un rôle assez central dans le dispositif de conseil. En termes de renforcement des capacités, il y a pas mal de renforcement des capacités qui est fait. Le premier type, c'est les organismes de certification qui vont informer tous les acteurs du dispositif pour au moins leur donner un aperçu des exigences des différentes normes. À côté de cela, il y a les exportateurs qui sont vraiment impliqués dans le renforcement des capacités. Ils vont organiser des formations à l'endroit des dirigeants de coopératives pour une professionnalisation de leurs organisations, mais surtout un renforcement des capacités des conseillers des coopératives, voilà, les peers et les coachs. Mais comme le montre le graphique ci-bas, en bas, ce renforcement est plutôt orienté vers la maîtrise des sujets techniques, c'est-à-dire le savoir. Le savoir-faire est un peu mis de côté, et cela va nous amener à nous poser des questions sur la qualité du conseil un peu plus tard. En termes d'impact, bon, ce n'est pas nouveau, il y a plusieurs études qui ont déjà prouvé que voilà, il n'y a pas de différence en termes de changement de pratique entre les producteurs certifiés qui bénéficient du conseil et des producteurs non certifiés. Donc nous avons essayé de vérifier ça avec un échantillon assez faible, 10 producteurs certifiés et puis 6 producteurs non certifiés. On rentre dans le champ, on essaie de voir un peu l'état sanitaire des plantations de cacao et on s'est rendu compte qu'il n'y a vraiment pas de différence. Voilà, donc on a essayé de voir qu'il voilà, n'y a pas de fond d'impact. Cela va nous amener également à nous poser pas mal de questions en conclusion. Donc, très rapidement, le dispositif du conseil qui est lié à la certification comprend un nombre assez restreint d'acteurs qui sont tous des acteurs du privé, et on note quand même une absence de l'État. L'État n'intervient pratiquement pas dans la certification. La gouvernance du dispositif est dans la main des exploitateurs, voilà, y compris le mécanisme de financement. Et les questions qu'on se pose, c'est que dans un contexte où les coopératives sont assez faibles, est-ce que les mécanismes de financement qui existent vont permettre une durabilité du dispositif de conseil? Voilà.
La compétence des conseillers des coopératives qui est orientée, hein, sur la maîtrise des sujets techniques va nous amener à nous poser des questions également sur la qualité du conseil. Parce que le savoir-faire, le savoir-être n'est pas mis en avant. Et puis l'impact limité des certifications nous amène à nous poser des questions également sur la capacité des dispositifs à convertir les producteurs à des pratiques plus responsables. Je vous remercie.